Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth Martichoux, Merci bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être sur le plateau de LCI ce matin. On rappelle que vous êtes en effet ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat décrété en novembre 2017. Quel est le bilan? Est-ce que la société à ce titre-là est plus égalitaire qu'il y a presque 5 ans? On va le voir. Mais puisque vous êtes chargé de cette cause qui est de plus en plus importante et on le verra aussi de plus en plus prise en compte dans la campagne électorale. Oui. Et que, on dit de vous que vous êtes direct, avec un caractère bien trempé. Je voudrais votre avis sur cet échange particulièrement tendu entre votre collègue Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe au cours d'une interview en direct mardi matin sur BFM. Votre collègue du gouvernement a-t-il eu un comportement sexiste à son égard ? Vous avez raison de dire que j'ai une approche plutôt directe et parfois on me le reproche, mais en tout cas je pense que c'est important de dire ce que l'on voit des choses. Moi, vous savez, j'ai travaillé pendant 30 ans dans des environnements extrêmement masculins, le bâtiment et les nouvelles technologies. J'ai été entourée d'hommes en permanence et j'ai appris à détecter le sexisme quand il se présente. Moi, ce que j'ai vu dans cet échange entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin, c'est un échange musclé. Apolline de Malherbe a choisi une interview musclée. Gérald Darmanin lui a répondu de manière musclée. Est-ce que dans les termes qui ont été employés, il y a eu du sexisme? Je n'en ai pas vu. Est-ce qu'il y a eu une joute verbale sous tension? Ça, je l'ai bien vu. Et puis, vous savez, je pense que maintenant que les sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes est sur la table, il faut qu'on s'intéresse aux compétences des personnes, qui qu'elles soient. Donc non, je n'ai pas vu de sexisme. Non, vous n'avez pas vu de sexisme. Mais quand même, quand vous l'entendez lui dire « Ne vous vexez pas, madame, calmez-vous, madame, ça va bien se passer ». Est-ce que franchement, juste je termine, alors qu'elle pose des questions, elle fait son boulot d'intervieweuse, vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'entendez pas, puisque vous dites que vous cherchez, vous décryptez une condescendance du genre « Madame, ne perdez pas vos nerfs ». Mais d'abord, elle a la possibilité de répondre ce qu'elle a fait. Ensuite, vous savez, si vous écoutez les hommes politiques et les journalistes aujourd'hui, ce genre de phrases et ce genre de réponses, vous les entendez partout, de la part des hommes, de la part des femmes. Donc, il y a eu cet échange entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin. Ça aurait pu être n'importe quel autre journaliste, femme ou homme. Vous n'avez jamais entendu ce genre d'expression dans les discussions et surtout pendant une campagne présidentielle extrêmement tendue? Dans une interview, non. Non. Est-ce que ça n'est pas une attitude déplacée? Vous dites sexisme, vous n'allez pas sur ce terrain. Est-ce que c'est une attitude néanmoins déplacée? Vous savez, moi je crois que le respect de chacun dans toutes les discussions est absolument nécessaire et indispensable. Est-ce qu'il était au rendez-vous? Encore une fois, je n'ai pas vu de manque de respect, j'ai vu de la joute verbale. Donc, ce n'est pas une question de solidarité gouvernementale. Vous n'êtes pas venu avec des éléments de langage? Je vous dis, non, pas du tout. Je vous dis exactement ce que je pense et je vous parle comme quelqu'un qui connaît ce monde masculin où on peut parfois être extrêmement violent et extrêmement sexiste. Je n'ai pas vu ça dans cet échange. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, ça n'est pas la femme qui a été verbalement ce que je dis, maltraitée. Vous dites non, elle n'a pas été maltraitée selon vous. C'était un échange tendu, à égalité. Il n'y a pas eu de propos déplacés de Gérald Darmanin. Tout ça, vous le récusez. Je n'ai pas vu de propos déplacés. J'ai vu une femme extrêmement forte, extrêmement déterminée, qui s'est exprimée, qui a dit ce qu'elle a ressenti. Et c'est important de respecter ce qu'elle a ressenti. Et je n'ai pas vu Gérald Darmanin être sexiste de quelque manière que ce soit dans cet échange. Lui. Vous avez vu la conversation. Je pense que et Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin étaient tous les deux très tendus. C'est pas l'un plus que l'autre. Ils étaient au même niveau, je pense. Non, vraiment. Ils étaient au même niveau. J'insiste juste, puis après on va passer à autre chose. Mais elle a posé des questions. Et c'est son rôle. Et lui a fait une remarque qui est tout à fait inhabituelle, voire inédite, face à une intervieweuse. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Elisabeth Martichoux, je peux vous montrer des exemples et des exemples et des exemples d'hommes politiques qui disent « calmez-vous ». Nicolas Sarkozy avait dit la même chose. J'ai déjà entendu des politiques... Et vous n'aviez pas perçu cela comme une attitude sexiste à l'époque? Mais j'ai perçu cela comme une tactique
comme une stratégie, des tactiques et des stratégies qui s'utilisent quand les personnes ont besoin de se faire entendre et de créer du buzz. C'est ce que je vois en permanence aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a fonctionné, mais encore une fois, je n'ai pas vu de sexisme. Alors, Apolline de Malherbe, ma consoeur, s'est sentie blessée. Oui, ça, je l'ai entendu. Elle s'est sentie offensée, Oui. à juste titre. Alors, ce qu'elle ressent, je ne peux pas le commenter, je le respecte, mais je ne peux pas le commenter. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait réagi différemment. Moi, j'ai appris, et c'est pour ça que je respecte sa position, elle s'est défendue, elle a dit ce qu'elle en avait pensé, et Gérald Darmanin lui a répondu et a défendu son bilan. Donc, est-ce qu'il doit s'excuser de l'avoir offensée? Non. Elle s'est sentie offensée. Alors, si elle s'est sentie offensée, je pense qu'il doit s'excuser parce que je ne pense pas que c'est ce qu'il cherchait à faire. Mais si elle s'est sentie offensée... Donc, il doit s'excuser dans un registre... qu'on entend de parfois, respect, de c'est-à-dire considération, si j'ai heurté, Apolline, mais je m'en excuse. Mais simplement parce que je pense qu'il faut apaiser les tensions. Vous savez, la situation est déjà extrêmement compliquée. Oui. On sort de 2 années de crise sanitaire extrêmement complexe. L'objectif de Gérald Darmanin, ça n'est pas d'offenser Apolline de Malherbe, voyez-vous. Donc tout ce que nous pouvons faire pour apaiser la situation de notre pays, faisons-le. On verra ce qu'il nous dit ce soir. Il sera l'invité d'Hôtel Krief, Gérald Darmanin, à 20h30. Donc, on verra s'il s'excuse face à une journaliste qui s'estime offensée. Enfin, elle ne sera pas là, mais Ruth le lui dira évidemment. Juste un mot. Quand vous êtes nommée en juillet 2020, Madame la ministre, Gérald Darmanin est visé par une plainte pour viol. J'ajoute tout de suite que le parquet a requis un non-lieu. Oui. Ce sont les faits, donc on ne peut pas dire aujourd'hui quoi que ce soit, reprocher quoi que ce soit à ce titre à Gérald Darmanin. On attend la décision, mais le parquet a requis un non-lieu. Mais à l'époque, vous lui dites, c'est pas encore le cas, ton sujet va être un boulet pour moi. Ton sujet va être un boulet pour moi, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Vous l'aviez dit à un confrère du Parisien. Aujourd'hui, est-ce que son attitude est un boulet pour vous? Non, encore une fois, personne ne me dit ce que j'ai à dire et la manière dont j'ai à le dire. Je vous le répète, à l'époque, j'avais dit combien la présomption d'innocence était importante. Il n'était pas condamné et il avait à être traité comme n'importe quel citoyen. Je savais que ça allait être difficile pour moi de gérer cette situation et vous l'avez vu, malgré tout le travail qu'il a fait au ministère de l'Intérieur, la formation des policiers et des gendarmes, la prise de plainte hors les murs, dans les mairies, chez les particuliers pour permettre aux femmes de continuer de parler et d'être aidées. Malgré tout cela, à chaque fois, on lui rétorque que non, il a eu cette affaire. Donc je pense que tout le monde savait que ce serait compliqué. Gérald Darmanin, victime. Oui. Non. Ah ben non, je vous demande. Parce mais non, absolument pas. Est-ce que le président Macron a fait allusion à cet échange hier au Conseil des ministres? Non, je n'étais pas au Conseil des ministres hier, donc je ne peux pas vous répondre. Donc vous ne pouvez pas nous le dire. On demandera au ministre de l'Intérieur, encore une fois, ce soir... sur LCI. Vous aurez beaucoup de choses à lui demander, mais je pense qu'il aura surtout envie de parler. Vous lui avez parlé d'ailleurs? Non. Vous n'avez pas envie de lui passer un coup de fil pour lui dire, Gérald, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu l'émotion que cela suscite. J'ai vu ce qui s'est passé. Et vous avez vu l'émotion que ça suscite. J'ai vu ce qui s'est passé. Un ministre ne devrait pas parler comme ça. Alors, j'ai vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'un ministre peut parler comme ça? Est-ce qu'un ministre devrait parler comme ça? Oui. Est-ce qu'un ministre doit devrait parler dire comme ça à quelqu'un, ça va bien se passer? Calmez-vous, madame. Mais calme-toi. Non, pas calme-toi. Ça va bien se passer, calmez-vous. Encore une fois. Vous ne pensez pas qu'il y a des totalement sujets inédits. Extrêmement mais si, Madame Moreno. Mais vous dites aussi qu'il faut... fait partie de cela? Si, oui, parce que ça traduit... Je comprends. Vous savez, moi, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'aujourd'hui, on soit extrêmement sensible à la manière dont les femmes peuvent être traitées et que tout le monde se saisisse de ces questions. Oui, mais ça ne veut pas dire que Apolline de Malherbe a été maltraitée. Ou alors, dites-moi de quelle manière. Je serais ravie d'en parler et avec Apolline de Malherbe et avec Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas appelée non plus, elle. Non, pas encore. Voilà pour ce sujet. Dans cette campagne, l'égalité homme-femme, je disais tout à l'heure, est présente. C'est nouveau, c'est vraiment un sujet qui maintenant est d'une grande sensibilité dans l'opinion et prise en compte par le politique. Éric Zemmour, candidat à la présidence de la République, avait été interpellé sur LCI justement sur ses déclarations liées au statut des femmes. Et écoutez ce qu'il avait répondu dans Mission Convaincre. Je pense aujourd'hui que c'est moi qui protège le mieux les femmes des dangers réels qu'elles encourent. Quand on me raconte que les jeunes femmes d'aujourd'hui hésitent et n'osent pas s'habiller en robe
à telle soirée, dans tel quartier, parce qu'elles ont peur d'être agressées. C'est moi qui les protège le mieux, alors que les prétendus féministes pactisent avec leurs agresseurs. Je tiens à le dire, les prétendus féministes pactisent avec leurs agresseurs au nom de la convergence des luttes. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, cette phrase, c'est moi qui protège le mieux les femmes, dit Éric Zemmour, candidat à la présidence de la République. Eh bien, il faut savoir rester calme face à ce genre de propos. Si l'homme qui protège le mieux les femmes les considère comme des gibiers, et que donc l'homme est un prédateur, parce que c'est ce qu'il a écrit, même s'il le réfute par la suite. Si l'homme qui protège le mieux les femmes, c'est l'homme qui reviendra sur la parité si jamais il était élu. Si l'homme qui protège les femmes, c'est celui qui reviendra sur la PMA pour toutes, je ne sais pas ce qu'il faut attendre de ceux qui ne nous protégeront pas. Éric Zemmour n'a jamais protégé les femmes. Il a toujours considéré les femmes comme des faire-valoir, comme des êtres inférieurs. À quel moment il considère que c'est protéger les femmes? À un moment où nous apprenons à nos jeunes filles, jeunes hommes, qu'ils doivent se respecter, se considérer, entendre un homme parler des femmes comme d'un gibier qui est là pour valoriser les hommes puissants, à quel moment est-ce qu'il protège les femmes? Alors, il y a ce que vous dites, il y a le corpus, on va dire, de pensée d'Éric Zemmour, et puis il y a la réalité qu'il décrit. Les jeunes femmes hésitent à porter telle tenue dans les rues. C'est une réalité, il suffit de les interroger pour savoir que c'est vrai. Que faire? Comment lutter contre ce sentiment d'insécurité qui est lié à une réalité, c'est celle des agressions dans les rues? D'abord, il faut noter que la France, on est conscient de ça, et c'est pour ça que la France est le premier pays au monde à avoir légiféré pour protéger les femmes dans l'espace public des violences justement sexistes ou des remarques déplacées et de ce genre de choses. Cette loi fonctionne, elle était raillée au moment où nous l'avions discutée, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron avait été raillé quand il a décidé que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause du quinquennat, parce qu'il y a encore des gens dans notre pays qui pensent qu'il n'y a plus de sujet. Mais on se rend bien compte que violences sexistes, violences verbales, violences physiques, violences conjugales, violences économiques sont encore bien présentes dans notre société. Moi, je crois que ma bataille la plus importante, c'est justement de faire en sorte que dans notre pays, les femmes aient le droit de se vêtir comme elles le souhaitent. Mais comment aujourd'hui les femmes hésitent? J'ai encore rencontré récemment une jeune femme qui a été agressée dans les rues. Elle a porté plainte, elle m'a dit que ça n'a servi strictement à rien. Alors, Elle a été moi, je suis agressée curieuse par de savoir, deux jeunes hommes. Aujourd'hui, vous savez, je vous disais tout à l'heure que 90 000 policiers et gendarmes ont été formés à la prise de plaintes des femmes qui viennent s'exprimer sur les violences qu'elles subissent. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Comme jamais auparavant, nous n'avions formé des magistrats sur les questions des violences faites aux femmes. C'est en 2019 que c'est arrivé. Les personnels de santé, c'est-à-dire que tous les professionnels qui sont au plus proche des femmes et qui sont là pour entendre les souffrances, les difficultés qu'elles subissent, n'avaient jamais été formés spécifiquement à ces questions. La MIPROF, qui est la mission interministérielle qui est rattachée à mon ministère, travaille énormément sur la formation aujourd'hui de tous les professionnels en lien avec ces personnes. Depuis 2017, il y a eu des lois qui aggravent les peines des agresseurs, d'autres qui protègent mieux les victimes. Il y a un numéro d'urgence. Il y a plus de bracelets. Il y a eu des choses. Mais toutes les associations regrettent qu'il n'y ait pas davantage d'argent alloué au déploiement des dispositifs. Grande cause nationale, plus petit budget du gouvernement. Cherchez l'erreur. Alors, nous avons investi en 2021 1,3 milliard. 1,3 milliard pour lutter contre les violences intrafamiliales et conjugales. Surtout. 1,3 milliard. Mais attendez. Quand vous mettez 5 millions sur la table, quand Olivier Véran met 5 millions d'euros sur la table pour que les femmes puissent déposer plainte dans les hôpitaux, c'est bien pour lutter contre les violences faites aux femmes. Quand Éric Dupond-Moretti investit dans les bracelets anti-rapprochement, quand il investit dans les téléphones grave danger, pardon, mais c'est de l'argent public. Quand le panier global arrive à 1,3 milliard, c'est ce qui compte. Le panier global, vous l'avez dit, les candidats à la présidence de la République, tous à gauche, et Valérie Pécresse aussi, disent qu'il faut 1 milliard pour lutter contre les violences conjugales. D'accord. 1 milliard. Encore une fois,
Par an, les évidemment. bracelets anti-rapprochement et les ordonnances Non, de mais protection ma et les question- téléphones grave danger. C'est bien pour lutter contre les violences conjugales. 10 millions d'euros qu'Emmanuel Vargon investit pour que nous ayons 80% d'augmentation de places d'hébergement pour accueillir les femmes violentes qui vivent ces violences. C'est aussi pour lutter contre les violences Est-ce que dans conjugales. le prochain quinquennat, il faudrait être encore plus clair, à l'espagnol, si je puis dire, puisque Attendez. l'Espagne est le grand D'abord, exemple. l'Espagne est Et- le grand exemple, mais l'Espagne travaille sur ce sujet depuis 15 ans. Nous avons commencé à nous saisir des questions des violences conjugales, même si les associations Est-ce qu'il féministes faut- travaillent là-dessus d'arrache-pied depuis des années. Mais dans l'espace public, dans les politiques publiques, c'est en 2017, grâce à Emmanuel Beaucoup Macron, a que été nous nous en fait. sommes Est-ce saisis. qu'il faut frapper encore plus fort? Il faut Et continuer. est-ce qu'il faut Tant qu'une des qu'il promesses y de aura- campagne du candidat Macron, il y ait la réalité, l'engagement sur ce budget plus important, 1 milliard seulement pour les violences conjugales? Tant que nous aurons un seul féminicide dans notre pays, Il y en a eu 13 il ne depuis le début de faudra l'année. pas, il ne faudra pas relâcher les efforts. Non, mais ça, c'est... Non, mais donc, je Concrètement. réponds à votre question. Ouais. Oui, il faut continuer d'investir. Oui, il faut aller plus loin. Mais encore une fois, nous l'avons fait. 1,3 milliard ont été investis comme c'était demandé par les associations. C'est pas tout à fait ce qu'elles disent. Les propositions des candidats pour l'égalité hommes-femmes, je voudrais vous en soumettre rapidement plusieurs. Valérie Pécresse, faire entrer dans le droit français la notion de féminicide. Oui. Vous êtes d'accord? Écoutez, c'est notre gouvernement qui avons le premier utilisé ce terme féminicide. Oui. Et là encore, c'était réfuté. Comme quoi, les choses avancent. Donc, elle reprend ce que nous faisons aujourd'hui. Instaurer une amende dissuasive pour les parents de toutes les filles de moins de 15 ans qui seraient voilées. Question d'émancipation. Mais il y a déjà une loi qui a été votée sur la question du voile. Une amende dans dissuasive. l'espace. Une amende dissuasive Je ne sais pas pour ce que les c'est qu'une parents, amende. pour les parents de toutes les filles de moins de 15 ans. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous vous y engagez? Dans notre loi, dans notre droit, il y a déjà une loi qui interdit aux femmes qui travaillent dans les services publics de porter le voile. Oui. Dans l'espace public, les femmes peuvent se vêtir comme elles le souhaitent. Ma bataille, c'est de faire en sorte que celles qui ne le souhaitent pas et qui sont forcées de se voiler, celles-ci, qu'elles soient protégées. Et s'il faut, c'est sanctionner les parents, et pourquoi pas. Mais seulement celles qui sont forcées à le faire. Pas de prosélytisme sur Interdire sur le voile, c'est pas un outil d'émancipation des femmes. Je crois que l'émancipation des femmes, c'est leur donner le choix de s'habiller comme elles le souhaitent, comme elles le souhaitent. Que les Le femmes voile, puissent ça n'est décider pas pour une elles. injonction qui est faite aux femmes par les hommes, Est-ce que vous entendez ces plus ou femmes moins qui- consciemment. Moi, je ne pense pas que le voile soit un outil d'émancipation, pas du tout. Je pense que les femmes doivent pouvoir choisir de se vêtir comme elles Donc le vous souhaitent. dites que c'est un choix. Le voile, c'est un choix Il y a des femmes. des femmes. Il y a des Ça femmes- n'est pas une façon d'intérioriser une injonction masculine. Pour moi, ça n'est pas un outil d'émancipation. Il y a des femmes qui vous disent « je porte le voile par choix ». Oui, Il y a elles des le femmes disent. qui vous disent ça. Donc, ma bataille, c'est de protéger celles que l'on force à porter le voile. Ça, c'est ma principale bataille. Celles Comment qui vous faites la décident de le différence? Comment vous faites la différence? Attendez, il y a des femmes Dans qui le- vous dans- disent dans les aujourd'hui, rues il y a des femmes aujourd'hui qui vous disent je porte le voile par choix. Celles-ci, elles sont. Il faut aussi laisser le choix aux femmes de dire donnons-leur la possibilité de choisir et arrêtons de considérer que les femmes ne sont pas capables de choisir et que toutes celles qui portent le voile sont forcées de le faire. Encore deux, trois questions rapidement. Les hijabeuses, elles réclament le droit de porter le voile, elles, lors des compétitions sportives. C'est un collectif qui a été créé il y a un peu plus d'1 an et qui bataille contre la Fédération française de football, qui leur interdit de jouer voilé en compétition. Elles ont raison. Écoutez, c'était leur moi, je combat, suis, elles ont manifesté. Je suis toujours un peu atterrée parce que ça fait suite à un amendement que le groupe LR a déposé, que les sénateurs LR ont déposé. Je suis toujours atterrée de voir la droite ressortir les questions du voile quand elle a besoin d'exister sur ces questions-là. Moi, j'en ai marre qu'on instrumentalise les tenues vestimentaires des femmes pour en faire des objets politiques. Ces filles font du sport. Le sport, c'est de l'émancipation. On parlait tout à l'heure d'émancipation. Donc- On a une loi dans notre pays. Le terrain de foot n'échappe pas au droit commun. Et si les filles veulent jouer au foot en étant voilées, en Donc, quoi c'est impossible? Au nom de l'accès au sport, vous dites oui, il faut les Je autoriser à porter le voile. Je pense que très souvent, les filles ont l'impossibilité, cette fameuse assignation à résidence, Et pourquoi de pas- sortir de ouais. chez elles pour faire des choses. Si vous êtes en train de me demander si les filles peuvent jouer au foot en portant le voile,
je vous dis que beaucoup de filles jouent au foot sans porter le voile, Non, mais c'est pas ma question. les empêcher de le faire parce qu'elles portent le voile, d'abord, c'est pas la loi, parce que si elles sont sur un terrain de foot, elles ont le droit de porter le voile pour jouer au Donc foot. vous soutenez leur action? Non. Je soutiens la possibilité des filles de faire du sport sans être discriminées. Si on interdit aux filles de faire du sport dans des clubs sportifs, parce que c'est de ça dont il s'agit, dans les associations, on a une loi aujourd'hui, la loi pour le respect des valeurs de la République, qui interdit les clubs, qui interdit certains prosélytismes dans les clubs de foot. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi. La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. D'accord, c'est très clair. Dernière question, est-ce que vous avez déconstruit votre mari comme Sandrine Rousseau? Non, j'ai pas besoin de déconstruire qui que ce soit. J'ai besoin de sensibiliser toute la population et toute la société aux inégalités et aux Vous discriminations n'aimez pas qui sont faites aux femmes. cette formule? Non, Parce qu'après tout, déconstruire, ça Mais non, non. ça veut dire un Vous juste savez, partage des moi, tâches à la maison. Ce qui m'intéresse, c'est que enfin, en 2022, les femmes ne meurent pas parce qu'elles sont des femmes, qu'elles aient la possibilité de s'émanciper économiquement et professionnellement. Je ne suis pas dans l'idéologie. Je veux juste que les femmes prennent la place qu'elles méritent dans la société parce qu'il est grand temps. C'est idéologique, la déconstruction des hommes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Merci d'avoir été avec nous, Elisabeth Moreno, Merci de ce votre matin invitation. sur LCI. Je rappelle, Gérald Darmanin, ce soir, fera suite à l'interview, aux propos que vous avez tenus sur son attitude face à Pauline de Malherbe.